Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver pour l'Assemblée générale d'Eurazeo. Notre Assemblée est l'occasion de réunir toute la famille Eurazeo, ses actionnaires, ses dirigeants, ses équipes, ses administrateurs, les dirigeants des sociétés que nous accompagnons, ses partenaires. Nous allons vous parler des développements de notre groupe et de ses ambitions pour l'avenir. Nous aurons aussi le plaisir de répondre à toutes les questions au cours de cette séance. La pandémie nous contraint cette année encore à nous réunir hors la présence physique des actionnaires. Je le regrette autant que vous et je vous remercie de votre compréhension. Je demande à M. Jean-Charles Decaux et à M. Olivier Merveilleux du Vigneaud, les deux membres représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, d'être scrutateurs. Je les remercie d'accepter ces fonctions. Je vous propose de désigner M. Nicolas Huet, secrétaire général d'Eurazeo, comme secrétaire de l'Assemblée. Je lui passe la parole pour un rappel des formalités juridiques et pour la présentation de l'ordre du jour de notre Assemblée. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, vous pouvez lire à l'écran le programme de notre Assemblée. Cette Assemblée générale mixte se tient ce jour à la suite de l'avis de réunion publié au Ballot le 22 mars 2021, l'avis de convocation publié le 9 avril dans le journal Les Petites Affiches et au Ballot, et des lettres de convocation et des convocations électroniques qui ont été adressées le 9 avril à chaque actionnaire inscrit au nominatif. Tous les actionnaires de la société qui détiennent leur titre au porteur ou au nominatif ont donc été valablement convoqués en application des dispositions légales et réglementaires. L'Assemblée est retransmise en direct depuis le studio Valois, 8 rue de Valois à Paris, dans les conditions légales dérogatoires compte tenu de la crise sanitaire. Sur le bureau de l'Assemblée se trouvent les documents qui ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les formes et délais prescrits par la loi. Aucun actionnaire n'a fait usage de son droit concernant l'inscription éventuelle d'un point ou de projet de résolution à l'ordre du jour, après prise en compte des formulaires de vote par correspondance, des pouvoirs de représentation, ainsi que des votes transmis jusqu'à la veille de cette Assemblée jusqu'à 15 h, le quorum définitif certifié par Maître Asperti, huissier de justice, s'établit à 74,79% des droits de vote. L'Assemblée générale est en conséquence régulièrement constituée. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, 2020 a été une année doublement exceptionnelle. Exceptionnelle par le caractère mondial inédit et imprévisible de la crise sanitaire, exceptionnelle par la capacité d'Eurazeo à surmonter cette crise à la fois plus solide et plus ambitieux. Cette crise a mis en lumière deux atouts remarquables de notre groupe que je veux vous souligner. Le premier, c'est notre grande agilité. Dans les premières semaines du confinement du printemps 2020, cette agilité a permis de contenir autant que possible les conséquences économiques de la pandémie sur nos activités. Nous avons été en capacité d'offrir à nos sociétés de portefeuille un accompagnement personnalisé, d'assurer leur continuité et d'avoir une liquidité suffisante pour traverser la période de ralentissement. Je peux témoigner, en tant que présidente du conseil de surveillance, de la qualité de la gouvernance mise en place pendant la crise. Chaque semaine, entre mars et l'été 2020, votre conseil a été informé et impliqué dans la gestion des conséquences de la pandémie sur la société. Cette proximité a été un élément qui explique les bons résultats cette année. Je veux en remercier le directoire du groupe. Agilité aussi pour anticiper le rebond et saisir toutes les opportunités. L'excellente performance du second semestre de 2020 montre que le groupe a fait mieux que résister. Il a poursuivi sa croissance. Il est ainsi remarquable que l'actif net réévalué de 85,04 € par action
au 31 décembre 2020 soit supérieur à celui d'avant la crise. Une performance qui explique une attractivité accrue auprès des investisseurs tiers. Les fonds levés en 2020 atteignent également un montant record. Le deuxième atout mis en lumière par la crise est la pertinence de notre stratégie d'investissement. La solidité et la performance de notre portefeuille est la résultante du choix d'investissement vers des secteurs porteurs réalisés au cours des dernières années. C'est aussi la réussite de la stratégie de diversification qui a permis de multiplier les relais de croissance et de réduire les risques. En 2021, le rebond sera porté par la consommation après plusieurs mois de restrictions. Les plans de relance en Europe vont, nous l'espérons, soutenir l'investissement sur une longue période, alors que les États-Unis et la Chine connaissent déjà des reprises fortes. Les marchés sont au plus haut. Le prix de l'immobilier n'a pas vraiment baissé et l'épargne privée atteint un niveau très élevé. Ces éléments clés nous indiquent que la reprise devrait être vive. Cette croissance risque encore d'accentuer la polarisation entre la nouvelle économie, portée par les acteurs innovants, notamment digitaux, et les secteurs plus traditionnels qui risquent d'être les premières victimes de la crise. Les États, mais aussi les entreprises responsables, devront relever ensemble ce défi des inégalités croissantes, source de déséquilibres politiques et sociaux. En tant que pionnier de l'engagement sociétal et environnemental, notre groupe jouera son rôle dans cette recherche d'une croissance partagée. Dans ce contexte, Eurazeo est bien positionné pour poursuivre sa trajectoire. L'activité d'investissement dans les secteurs porteurs se poursuit et un accent particulier doit être mis sur les cessions afin de matérialiser la valeur créée. Nos objectifs de levée de fonds sont par ailleurs toujours plus ambitieux. L'acquisition totale d'Idinvest cette année est une excellente nouvelle qui montre que l'organisation évolue positivement pour accompagner la croissance. Cela passe par un renforcement de la gouvernance du groupe. Le conseil de surveillance s'est prononcé positivement en mars et en avril sur l'entrée de Christophe Bavière et de Marc Frappier au directoire du groupe. Deux grands professionnels reconnus et complémentaires, je les félicite. S'agissant du conseil de surveillance, Anne Diaz n'a pas souhaité renouveler son mandat qui s'achève aujourd'hui. Je la remercie sincèrement pour sa contribution au service du groupe. Le renouvellement du mandat de Stéphane Pallez est soumis à votre vote aujourd'hui. Je serais heureux que Mme Pallez puisse continuer à apporter à notre groupe son expérience de chef d'entreprise et son expertise financière. J'exprime donc une grande confiance dans l'avenir de notre société. Cette confiance nous conduit à reprendre le versement d'un dividende cette année, après une interruption liée aux dispositions gouvernementales l'année dernière. Nous proposons que le dividende soit en augmentation notable de 20% par rapport à celui versé en 2019. C'est le signe que Eurazeo va bien et confirme son ambition de croissance pour les années à venir. Je vous remercie de votre attention et j'ai le grand plaisir de passer la parole à Virginie Morgon. Merci. Merci, cher Michel. Chers actionnaires, chers amis et partenaires du groupe Eurazeo,
Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette Assemblée générale 2021. Soyez les bienvenus. Un rendez-vous de dialogue avec vous, actionnaires fidèles, et vous, nouveaux actionnaires. Notre président, Michel David-Weill, et nos deux vice-présidents, Jean-Charles Decaux et Olivier Merveilleux-Duvigneau, sont présents physiquement à nos côtés ce matin. L'ensemble des membres du Conseil de surveillance sont tous connectés pour notre Assemblée. Ils ont été formidables d'engagement et de soutien pour vous représenter au cours de cette année si particulière qu'a été l'année 2020. Je les en remercie chaleureusement. Ce rendez-vous, vous le savez, est un rendez-vous qui compte particulièrement pour l'ensemble de nos équipes. C'est cette année un événement doublement marquant. D'abord parce que notre Assemblée vient conclure une année 2020 exceptionnelle. Lors de notre Assemblée générale de l'année dernière, si particulière, au cœur de la crise sanitaire, nous vous avions dit notre confiance et nos convictions sur la solidité et les perspectives du groupe. Les résultats de l'année l'ont prouvé, nous sommes aujourd'hui plus forts et parfaitement positionnés pour poursuivre notre croissance. C'est un moment important et rare aussi parce que nous annonçons aujourd'hui une nouvelle identité de marque pour notre groupe. Une identité en phase avec le monde qui s'ouvre, une identité qui porte notre ambition pour les années à venir. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, mais parfois quelques correspondances. Tous les 10 ans, en 2001, en 2011 et aujourd'hui, 28 avril 2021, le groupe fait sa mue, modernise son message et son identité. 10 ans qui marquent la fin d'une grande étape de transformation et le début d'une ambition nouvelle. La décennie 2001, avec la création d'Eurazeo dans sa forme actuelle par Michel David-Weill, Bruno Roger, puis Patrick Seyer, bien sûr, avec pour mission accompagner quelques grandes entreprises françaises dans leur développement, les Fréquin, Eutelsat ou Tereal, souvenez-vous. La décennie 2011, le début de la diversification avec l'acquisition d'Ophi Private Equity, devenue Eurazeo PME, l'ouverture de nos fonds à des investisseurs tiers et le début d'une action pionnière dans notre industrie en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Et la décennie qui s'ouvre, en 2021, un groupe européen porté par un réseau mondial et référence de l'investissement et de la gestion d'actifs. Un groupe engagé dans une trajectoire de croissance forte et durable. Et surtout un groupe plus riche en ressources, en talents, en nationalité, en maturité, en succès. Moderniser sa marque, c'est épouser son temps, c'est s'ouvrir à demain. Nous préparons les 10 ans à venir, autant que nous célébrons le succès des 10 ans passés. Un chemin guidé par le maître mot de diversification. Diversification des métiers, des relais de croissance, des risques, des ressources, des expositions géographiques. Il y a 10 ans, une expertise unique d'accélérateur de transformation dans les grandes et moyennes entreprises françaises. Aujourd'hui, une identité qui demeure, celle d'un investisseur en capital, actionnaire actif en private equity, qui représente toujours les 3/4 de nos actifs. Mais un groupe également positionné comme une référence en Europe, en solutions de dette privée et aux fortes ambitions en immobilier et en infrastructure. Un groupe désormais capable d'accompagner les entreprises à toutes les phases de leur développement, de la start-up à la licorne, de la PME au groupe international. Et enfin, un des rares gestionnaires d'actifs en private equity à disposer de fonds propres aussi importants en complément des fonds levés auprès d'investisseurs tiers. 22 milliards d'euros investis aujourd'hui dans l'économie réelle et la création de valeurs durables. Il y a 10 ans, un portefeuille de 22 grands groupes, en grande majorité français, en quête d'expansion internationale, dans les secteurs des services et de l'industrie. Aujourd'hui, 450 sociétés investies ou financées. Nous exerçons notre jugement sur les dynamiques et les tendances de chacun des marchés afin de déterminer les secteurs d'activité dans lesquels nous investissons. C'est cette expertise qui nous permet d'orienter notre deal flow, nos opportunités d'investissement, que nous analysons dans les secteurs qui nous semblent les plus porteurs.
La crise sanitaire a montré combien cette diversification avait été précieuse. Des investissements en forte croissance, notamment dans le digital, la santé, les services financiers, des investissements résilients et stabilisateurs dans les secteurs de l'industrie, de la consommation, de l'éducation, des services, qui sont venus compenser des secteurs plus impactés comme le voyage ou les loisirs. Il y a 10 ans, un statut de leader français incontournable. Aujourd'hui, une présence dans 10 pays et 4 continents avec des équipes locales. Nous sommes non seulement en capacité d'accompagner nos sociétés dans leurs projets d'expansion internationale, de leur donner accès à notre réseau d'affaires, mais aussi d'être au plus près des investisseurs privés internationaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Eurazeo, aujourd'hui c'est 300 femmes et hommes, plus de 25 nationalités différentes. Grande fierté pour un groupe 100% français, il n'y a pas si longtemps. Alors une nouvelle marque pour célébrer le chemin parcouru, une nouvelle marque surtout pour bâtir Eurazeo 2030. La nouvelle marque, celle d'un acteur majeur d'une industrie en exceptionnelle croissance. Une nouvelle marque qui montre ce que nous sommes, un groupe leader, ce que nous constituons, un groupe singulier, fort et solidaire, où toutes les formidables équipes venues d'Eurazeo ou d'Idinvest ont trouvé leur place. Notre ambition, une capacité de grandir, de se mettre en mouvement, en prise avec notre temps. Ce que nous projetons aussi pour l'avenir, une croissance qui a du sens. Avec un objectif, faire de notre marque un levier d'accélération de notre développement. Moderniser, c'est donner un nouvel élan en s'appuyant sur nos forces et nos réussites passées. Le plus grand atout d'Eurazeo, c'est son histoire, son expérience, sa réputation. Un actionnariat familial de long terme et investi, un actionnariat individuel, fidèle et renforcé. L'actif unique que constitue notre bilan, une équipe de management qui travaille ensemble depuis de longues années et qui a connu des cycles et des crises, une identité d'investisseurs responsables, pionniers et leaders en RSE. Une identité fidèle à nos racines qui incarne les succès d'aujourd'hui et permet de bâtir pour l'avenir. Découvrons ensemble cette nouvelle identité. Welcome to a new world. A new world where every company plays a major role in shaping the future and where we have to remain in action. A new world where every new challenge is an opportunity to pursue greatness and where we must join energies to drive meaningful change. A new world where change happens fast, where we have to move forward to anticipate, to think, to create. Power, better, growth. A new purpose for a new world. A purpose that drives our daily mission to identify, to finance, to accelerate, and to value the companies that lead transformation, the creative entrepreneurs, the emerging talents. This is a new chapter of our story, supported by a unique and strong brand, showing the world clearly who we are. We are makers, every day in the field at the side of managers and investors, to reveal the best of them. We are audacious, being at the right place at the right time, at the right moment, to identify opportunities, to advance and to create value. We are open, creating the link between present and future, between resources and projects, between ideas and success. We are Eurazeo. Nous sommes Eurazeo. Nous avons fait le choix d'une marque unique, Eurazeo, institution forte de ses 130 années d'histoire et toujours en mouvement, avec une promesse qui incarne notre modèle et notre ambition, Power, Better, Growth, investi pour une croissance durable. Une promesse qui montre ce que nous sommes, une marque engagée, audacieuse, visionnaire. Je suis enthousiaste et fière de cette évolution, de ce groupe, de ses réussites passées et à venir. Et surtout, des femmes et des hommes qui continueront d'agir au quotidien et à vos côtés, chers actionnaires, au bénéfice de tous.
J'ai le grand plaisir de passer maintenant la parole à Philippe Audouin, directeur général finance du groupe Eurazeo, pour sa 19e Assemblée générale. À tout de suite. Merci Virginie. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, je suis très heureux de vous présenter les résultats annuels de votre société qui a réalisé une très bonne année 2020 dans le contexte difficile que vous connaissez. Avant toute chose, permettez-moi de mettre en avant les points saillants. Votre groupe a démontré, dans cette situation inédite, sa solidité, sa réactivité, son engagement et son dynamisme. La gestion d'actifs a poursuivi son excellent momentum de croissance. Notre activité d'investissement, qui a été dynamique au second semestre, avec notamment de très belles sessions. Notre portefeuille s'est montré très résilient et même performant, et notre situation financière est toujours aussi solide. Reprenons point par point les éléments financiers de l'année écoulée. Nos actifs sous gestion, souvent appelés par leur acronyme anglais AUM, Assets Under Management, connaissent une nouvelle année de croissance forte à 16% pour atteindre près de 22 milliards d'euros. C'est notre plus haut historique. Cette nouvelle année de croissance conforte la trajectoire de doublement des AUM sur un horizon de 5-7 ans que nous avions présenté lors de notre Capital Market Day de novembre dernier. Cette dynamique provient notamment de la croissance de nos levées de fonds qui, cette année encore, atteignent un niveau record, 2,9 milliards d'euros. C'est plus 19% par rapport à 2019, qui était elle-même déjà une année record. Ces levées de fonds ont été notamment tirées par notre segment Private Equity, qui bénéficie d'un calendrier favorable et progresse de 79%. Ce succès est lié à la performance de nos stratégies et à la mise en place d'une équipe unifiée de levée de fonds suite au rachat à 100% d'Idinvest au cours de l'année. La hausse des actifs sous gestion, depuis plusieurs années, se traduit dans les commissions de gestion totale qui poursuivent leur forte croissance et atteignent 243 millions d'euros en 2020, soit plus 13%. Les FRE, Fee Related Earnings, soit le résultat lié aux commissions de gestion, sont en croissance de 18% sur l'année à 70 millions d'euros. Grâce à un effet de levier positif, notre marge de FRE a ainsi gagné 4 points sur les 4 dernières années. Cette marge devrait continuer de progresser dans les 5-7 prochaines années pour atteindre 35 à 40%. Le rythme de progression dépendra bien sûr des cycles de levée de fonds. Les commissions de performance devraient elles aussi progresser très sensiblement dans les prochaines années. 2020 a donc permis de confirmer la forte trajectoire de croissance de notre activité de gestion d'actifs. Passons à présent à notre activité d'investissement portée par le bilan de votre société. Nous avons cédé ou signé la vente de 4 sociétés du portefeuille en 2020. Iberchem en Espagne, C2S, Farfetch et Sifa, avec des taux de rendement internes et des multiples de cash-on-cash très satisfaisants. En effet, ces cessions ont généré des TRI annuels compris entre 18% et 48% et des multiples de cash-on-cash compris entre 2,1 fois et 4,1 fois, en dépit du contexte particulier que nous avons connu en 2020. Et chacune de ces sorties a été réalisée à une valeur sensiblement supérieure à leur dernière valorisation prise en compte dans notre ANR publié. Ces performances sont le résultat du travail important et de proximité réalisé par nos équipes pour accompagner les sociétés du groupe et démontrent leur maîtrise sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement. Sélection des meilleures entreprises, capacité à les développer et, ce qui est essentiel, capacité à bien les céder. Nous devrions garder un rythme de cession soutenu en 2021 et 2022. Ce seront autant d'opportunités de révéler de la valeur latente dans notre portefeuille. En effet, vous savez que notre méthode d'évaluation de l'actif net réévalué est
par construction prudente. Lors de cette sortie, la capacité de vendre le futur de nos sociétés et de trouver le meilleur acheteur au bon moment nous permet d'optimiser le prix de cession. En moyenne, sur les 5 dernières années, nous avons ainsi cédé nos actifs avec 30% de primes sur la dernière valorisation publiée. En 2020, et pour cette seule année, cela correspondait à plus de 4,6 € par action de création de valeur en plus de l'ANR publiée. Je vous le disais en introduction, notre portefeuille d'activités s'est montré particulièrement résilient et performant durant cette année si particulière. Au début de la crise, vous vous en souvenez, nous avions classé notre portefeuille en 4 catégories, de la moins impactée à la plus impactée par la Covid. Les catégories 1 à 3, qui regroupent les sociétés les moins impactées, et même certaines qui ont bénéficié de la crise et qui ont pu accélérer leur développement, représentent 90% de notre actif net réévalué et ont été revalorisés en moyenne de 30% en 2020. Concernant les actifs de la catégorie 4, exposés au voyage et aux loisirs, ils ne représentent plus que 10% seulement de notre actif net réévalué. Par prudence, nous avons divisé par plus que 2 la valeur de ces actifs. Nous pensons cependant aujourd'hui que cette position est très prudente et que ces actifs disposent d'un potentiel de rebond important. Notez que nous avons cédé l'ensemble de nos titres Europcar au premier trimestre 2021 à une valeur supérieure de 23 millions d'euros à la valeur d'Europcar dans notre ANR au 31 décembre. Le caractère résilient de notre portefeuille se traduit concrètement dans les chiffres. Les 3 premières catégories, qui représentent encore une fois environ 90% de l'ANR, ont ainsi enregistré en 2020 un chiffre d'affaires globalement stable et un EBITDA en hausse de 5% sur 12 mois et même de 8% sur le second semestre. S'agissant des actifs technologiques de notre segment Growth, qui figure en catégorie 1, ceux-ci ont vu leur chiffre d'affaires croître en moyenne de plus de 45% sur l'année, la crise ayant eu, pour la majorité, un effet accélérateur du fait de leur positionnement digital natif. Seuls les actifs de catégorie 4, liés au voyage et aux loisirs, ont connu une forte baisse de leur chiffre d'affaires et de leur EBITDA en 2020. Leur situation financière devrait néanmoins leur permettre de traverser la crise et de rebondir lorsque la situation se normalisera. Venons maintenant à notre indicateur clé qu'est notre actif net réévalué. Nous atteignons fin 2020 un actif net réévalué de 85,4 € par action, en hausse de 6,3% sur l'année, notamment grâce à un fort rebond au second semestre de plus 21%. C'est l'ANR par action le plus élevé de toute l'histoire de votre société. Malgré cette bonne performance, la crise a conduit à un élargissement significatif de la décote sur ANR à près de 20%, alors que cette décote s'était fortement réduite ces dernières années à 12%, avec le développement de la gestion pour compte de tiers et la diversification du portefeuille. La poursuite du développement du groupe pourrait permettre de revenir, nous l'espérons, à une décote plus réduite. Chacune de nos business units a contribué à la création de valeur. Au niveau du portefeuille, c'est-à-dire au niveau de nos sociétés, la création de valeur brute est de 12%, avec une très forte progression des activités tech et grosses, les grandes gagnantes de la pandémie, en hausse de 37%. Comme nous l'avons indiqué plus tôt, la reprise marquée des cessions au second semestre a également permis de cristalliser dans l'ANR une valeur supplémentaire de 4,6 € par action, notamment visible sur la performance de notre activité Real Asset, du fait de la vente signée fin 2020 et en cours de finalisation de l'actif C2S. Tous ces éléments se traduisent dans le compte de résultats analytiques du groupe avec une bonne performance de la gestion d'actifs, le presque doublement de la contribution de l'activité d'investissement. La baisse de la contribution des sociétés s'explique par l'impact de la crise sur un nombre limité d'actifs, essentiellement ceux de la catégorie 4 dont nous avons déjà parlé.
Le résultat net part du groupe ressort ainsi à moins 160 millions d'euros. Il est important de noter que, hors impact d'Europecar et de Worldstride dans les voyages éducatifs, les deux actifs les plus touchés parmi les 55 dans lesquels le groupe est directement investi, le résultat net aurait été positif à 217 millions d'euros, soit plus du double du résultat net de 2019. Ceci traduit la forte résilience de votre groupe. Pour clore cette partie sur les résultats, un mot sur notre structure financière, toujours aussi solide. Ainsi, à fin mars, notre trésorerie s'élevait à 243 millions d'euros. Nous disposions toujours d'une ligne de crédit syndiquée confirmée et entièrement non tirée, donc disponible, de 1,5 milliard d'euros. Et nous n'avons toujours aucune dette structurelle au niveau d'Eurazeo. En complément, nous disposons d'engagements non appelés de nos partenaires investisseurs, ce que nous appelons le dry powder, de près de 4 milliards d'euros. Ceci nous donne une grande flexibilité en matière d'investissement. En conclusion sur ces chiffres, dans un contexte difficile, votre groupe a réalisé une bonne performance en 2020 et ressort encore renforcé de cette crise. Un mot à présent sur l'évolution du cours et sur notre relation avec vous, nos actionnaires. Sur 10 ans, d'avril 2011 à avril 2021, le titre Eurazeo a surperformé le marché avec un retour total aux actionnaires de 139% contre 118% pour l'indice principal de la place de Paris, le CAC 40. Si on se concentre sur la période la plus récente, c'est-à-dire depuis notre dernière Assemblée générale en avril de l'année dernière, et malgré la baisse temporaire du cours dans le cœur de la crise, l'action Eurazeo surperforme également le CAC avec une hausse de 58% contre 40% pour ce dernier. Avec ce que le groupe a construit ces dernières années, avec ce qu'il est devenu aujourd'hui, nous espérons que cette trajectoire positive pourra se poursuivre. Un mot maintenant sur notre dividende. Le Président vous l'a indiqué, au regard de la performance de ses activités et de ses réserves disponibles, Eurazeo souhaite continuer d'offrir à ses actionnaires un dividende en croissance régulière. Ainsi, nous proposons à cette Assemblée la distribution d'un dividende de 1,50 € par action, en ligne avec celui prévu l'an dernier, mais que nous avons dû annuler, et en hausse de 20% par rapport au dernier dividende versé. Enfin, pour terminer, quelques nouvelles sur notre relation avec nos actionnaires, que nous voulons plus proche, plus rapide, plus transparente, en profitant notamment du développement de nos outils digitaux. Ainsi, en complément de nos autres supports, nous diffusons 2 fois par an des vidéoconférences présentant les résultats semestriels et annuels du groupe dans des formats adaptés aux supports numériques. D'autre part, notre application Eurazeo for Shareholders, qui existe en français et en anglais, qui vous permet d'avoir à portée de main toutes les informations sur Eurazeo, l'évolution du cours, les news, les documents financiers, a bien sûr fait peau neuve avec la nouvelle identité de marque que Virginie vient de vous présenter. N'hésitez pas à la télécharger et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos suggestions afin que nous puissions continuer de l'enrichir. Ces efforts ont été récompensés avec un trophée décerné par le Revenu en 2020 pour la communication numérique auprès des investisseurs. Enfin, comme chaque année, nous avons prévu un programme fourni de rencontres en ligne et, si possible, en présentiel dès que la situation sanitaire le permettra, pour rester le plus proche de vous. Je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à Virginie. Merci Philippe. Les résultats de l'année 2020 illustrent parfaitement notre nouvelle signature de marque, Power Better Growth. 2020, une année de croissance, avec un triple record en actifs gérés, en actifs nets réévalués, en levée de fonds. 2020, l'année du lancement de O+, la stratégie RSE la plus ambitieuse du marché. 2020, enfin, une année qui révèle la pertinence de nos choix d'investissement passés.
Power. Power, c'est la capacité à multiplier, diversifier et mobiliser des ressources au service des bons projets entrepreneuriaux. La capacité à créer de la valeur et à aligner parfaitement les intérêts de nos actionnaires avec ceux de nos investisseurs privés. Alors notre modèle, il repose sur 2 moteurs. La création de valeur à travers des investissements rentables, des projets de croissance dans des secteurs porteurs. Et une plus grande attractivité de nos fonds pour des investisseurs privés à la recherche de performances récurrentes que seul le private equity est aujourd'hui en mesure de délivrer. Ces moteurs alimentent la croissance du groupe et avec elle, plus de visibilité, plus d'opportunités d'affaires, plus de capacité à convaincre les entrepreneurs et les investisseurs. Vous l'avez vu, toutes nos divisions ont contribué à notre création de valeur en 2020. C'est ça la singularité de notre modèle. Nous sommes stratégiquement concentrés, mais opérationnellement décentralisés, avec des équipes à taille humaine qui connaissent parfaitement leur marché, leur environnement concurrentiel et sourcent leurs propres opportunités d'investissement. Cette création de valeur est aussi matérialisée par de très belles cessions dont Philippe vous parlait à l'instant. Cette dynamique de cession, elle va se poursuivre en 2021. Le marché d'abord est favorable après une année 2020 un peu moins attractive et active sur le plan des transactions en Europe, vous le savez. Par ailleurs, notre portefeuille dispose d'actifs matures qui ont bénéficié de la dynamique de transformation que nous avons impulsée. Et puis les plus-values de cession, elles sont indispensables pour consolider le track record de chacune de nos divisions. Notre ambition est de faire de chacune de nos stratégies un leader sur son marché et de les faire croître en taille et en ressources. Nous avons aujourd'hui 6 divisions qui dépassent déjà 1 milliard d'euros ou qui ont le potentiel de l'atteindre à très court terme. Pour toutes ces stratégies, nous avons l'ambition de les faire grandir pour élargir leur deal flow et leur capacité à saisir les opportunités créatrices de valeur. Je vous donne quelques exemples. Notre division Mid-Large Buyout, l'ancien Eurazeo Capital, qui représente plus de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, sera sur la route auprès de nos investisseurs en 2022 avec une forte ambition de croissance. Notre équipe consacrée aux PME est actuellement en levée de fonds pour son fonds numéro 4 qui investira pour la première fois hors de France. Excellente dynamique qui nous rend confiants sur notre capacité à doubler la part des capitaux tiers. Pour notre stratégie growth, nous conclurons avec l'été notre campagne de levée de fonds avec une cible à plus d'1 milliard d'euros que nous avons d'ores et déjà commencé à déployer à travers 3 investissements qui ont été réalisés en 2020. Forte dynamique également pour nos divisions dont la majorité des fonds proviennent de tiers. Nous avons l'ambition de confirmer notre statut de premier investisseur tech en doublant la taille de notre stratégie venture à horizon 2023 dans un marché particulièrement actif en Europe. Même dynamique de développement pour nos activités de dette privée et de fonds privés dont nous souhaitons accélérer l'européanisation et qui connaissent chacune de bonnes dynamiques de levée de fonds aujourd'hui. Pour nos activités les plus récentes, financées d'abord par notre bilan, nous appliquons la recette du succès que connaît Growth actuellement. Cette recette, c'est d'abord une vision et une conviction de départ sur le potentiel d'un marché. C'est l'investissement dans une équipe de qualité, puis la constitution d'un deal flow et d'un portefeuille solide, et enfin des cessions créatrices de valeur. Nos activités immobilières, infrastructures durables et brands sont sur cette trajectoire et seront en mesure de lever des capitaux tiers très prochainement qui pourraient représenter 30 à 40% de la taille de nos prochains fonds. Le succès d'Eurazeo est directement lié à notre capacité à fournir les bons produits aux bons clients. Des fonds emblèmes sur des stratégies visibles à l'international et compétitives, mais aussi des fonds sur mesure, adaptés à la stratégie, à l'appétit et à la spécificité de certains de nos clients.
et toujours les meilleurs standards RSE à l'échelle internationale appliqués à chacun de nos fonds. Nous battons des records de levée de fonds chaque année depuis 2017. C'est l'intérêt de la diversification qui nous permet, grâce à l'ensemble de nos stratégies, d'être constamment au contact des investisseurs. Alors pour continuer à croître, que faut-il? Des fonds plus larges pour permettre aux plus grands investisseurs d'y accéder. Une équipe dédiée, internationale, spécialisée par géographie. Nous sommes désormais, grâce à la fusion de nos forces suite à l'acquisition d'Idinvest, plus de 60 professionnels dédiés aux relations commerciales, aux services clients et à la gestion des fonds. Il faut poursuivre l'internationalisation de notre base d'investisseurs. Vous le savez, en 2020, 25% ont été levés hors de France. Nous avons donc à la fois l'objectif de rester leader en France, mais aussi un fort potentiel de développement à l'international. Des partenariats nouveaux en Asie, avec le fonds souverain chinois, le CIC, mais aussi avec un groupe agroalimentaire chinois et actuellement des discussions actives avec d'autres grands investisseurs de la région. Bien sûr, le renforcement de notre équipe dédiée au marché américain, le marché le plus profond du monde, qui offre des perspectives immenses pour Eurazeo. L'autre axe de développement, c'est réussir à mieux capter l'épargne des particuliers. Sur l'année 2020, l'épargne française a atteint 200 milliards d'euros, une surépargne liée à la crise Covid, 10 fois ce que le private equity collecte chaque année. Il faut que cet argent reste en France et bénéficie à notre tissu économique. Il faut le faire avec le minimum de risque pour les épargnants, qui ont un souhait légitime de sécurité et de liquidité, mais aussi en augmentant les rendements dans un contexte de taux historiquement bas. Aujourd'hui, le private equity investit les capitaux des fonds de pension étrangers dans les entreprises hexagonales. Demain, ces rendements doivent aussi profiter aux épargnants français. Je suis convaincue qu'Eurazeo, qui dispose de la plus grande base retail en France, avec 120 000 clients individuels, nous gérons 2 milliards d'euros via des FCPI, des FCPR et des unités de compte, a la capacité d'accélérer cette dynamique. Je vous propose maintenant d'écouter Christophe Bavière pour plus de détails sur cette stratégie de croissance ambitieuse. Avec près de 3 milliards d'euros levés, l'année 2020 confirme une dynamique et une appétence forte des investisseurs et des marchés pour l'ensemble des savoir-faire d'Eurazeo. Eurazeo se distingue en effet par sa capacité à s'adapter d'une part aux besoins de chacun de ses investisseurs sur tout le spectre de ces 3 stratégies, private equity, private debt et real assets, et à toujours délivrer d'autre part les plus hauts standards de performance, de sérieux et de qualité sur des fonds couvrant l'ensemble des opportunités du marché, de la plus jeune start-up en venture jusqu'aux entreprises les plus matures du LBO. La quarantaine de professionnels répartis dans 11 bureaux sur 4 continents, entièrement dédiés à la relation avec nos investisseurs, permet au groupe Eurazeo d'être toujours plus à l'écoute de leurs attentes, plus à l'écoute de leurs besoins. C'est ainsi que nous restons leaders en France auprès de notre base solide d'investisseurs institutionnels, industriels et personnes privées, mais aussi que nous accélérons partout en Europe avec des plans d'action spécifiques. Nous continuons également à développer l'immense potentiel dont nous bénéficions à l'international, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient. C'est là que nous renforçons nos services et notre proximité en 2021 avec le recrutement de nouveaux talents qui seront basés à New York, Singapour ou encore à Londres. Nous sommes fiers du chemin parcouru grâce au soutien de l'ensemble de nos parties prenantes. Cette performance nous rend confiants dans notre capacité à battre de nouveaux records, et cela dès 2021. Merci Christophe. Après plusieurs années de transformation et de diversification, il était aussi fondamental que l'organisation accompagne la croissance. Nous avons franchi une étape décisive en 2020,
La marque est désormais unifiée. Nous bénéficions pleinement du talent, de la complémentarité et de l'engagement de l'ensemble des équipes de l'ex-Idinvest. Donc la gouvernance du groupe a été renforcée. Christophe Bavière et Marc Frappier rejoignent le directoire du groupe. Benoît Grossman prend les rênes de la société de gestion Eurazeo Investment Manager et 5 patrons de division ou de grandes fonctions au groupe sont promus au Partners Committee. J'en suis ravie, je vous félicite et bienvenue à chacun. Notre organisation est donc consolidée autour d'équipes totalement investies pour le groupe. Une équipe composée de salariés actionnaires qui croient au potentiel de croissance de la société et à son appréciation boursière, qui s'engagent sur le long terme, comme le montre l'immense succès de la récente augmentation de capital réservée aux salariés, la première de l'histoire d'Eurazeo. Plus de 90% des collaborateurs y ont participé, j'en suis absolument ravie. C'est la première étape réussie de la construction d'un actionnariat salarié sur le long terme. Après Power, Better. Better, c'est le sens. Le private equity est entré dans une nouvelle phase parce qu'avec la visibilité vient le temps de la responsabilité. Eurazeo l'a compris il y a plus de 15 ans et a encore accéléré cette année. Que faut-il pour être leader en RSE ? D'abord, j'en suis convaincue, une conviction forte et ancienne que la responsabilité est un accélérateur de croissance pour les entreprises. Ensuite, une méthode simple, mais particulièrement exigeante, c'est la mesure. La mesure annuelle de notre positionnement dans le marché à travers les notations et les classements d'organismes indépendants qui nous distinguent comme la société d'investissement de référence en Europe. En 2020, nous avons reçu la plus haute distinction, A+, dans toutes les catégories pertinentes du réseau de référence des United Nations PRI. Mesure de la performance extra-financière au même titre que la performance financière. Et l'atteinte de ces objectifs RSE comme élément de la rémunération variable de vos dirigeants. Mesure des impacts sociaux, économiques et écologiques de toutes nos activités. Aujourd'hui, la moitié des actifs que nous gérons sont déjà classés dans les meilleures catégories du nouveau règlement européen sur la finance durable, c'est-à-dire article 8 et article 9. Et surtout, il faut un modèle différent et innovant. Pour nous, la RSE ne consiste pas à créer un fonds d'impact isolé à côté de nos stratégies plus traditionnelles. Chez Eurazeo, nous avons placé la RSE au cœur de tout ce que nous faisons. Derrière les piliers décarbonation et inclusion, et au-delà des objectifs chiffrés, il y a des actions concrètes, tangibles et impactantes, développées encore au cours des derniers mois. Je vous donne quelques exemples. Le lancement de nouvelles stratégies d'investissement aux meilleurs standards pour la transition écologique des infrastructures maritimes et terrestres. L'intégration d'Eurazeo dans la méthodologie de référence en matière de décarbonation, Science-Based Target. Nous sommes tout simplement la première et la seule société d'investissement dans le monde à nous engager dans cette méthode exigeante pour atteindre la neutralité carbone en 2040. La mobilisation d'un fonds de solidarité de 10 millions d'euros pour faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la pandémie et multiplier nos ressources de mécénat pour les associations que nous soutenons. Toutes ces actions démontrent que la RSE est le fil conducteur de notre action. Autre grande étape pour Eurazeo en 2020, la création d'un fonds de dotation consacré à l'égalité des chances et à l'éducation. Depuis 2004, Eurazeo a soutenu 37 associations sur une durée moyenne de 4 ans et a consacré plus de 9 millions d'euros à ces programmes de mécénat. Le fonds de dotation vise à multiplier ses ressources avec un objectif, la protection de la jeunesse, l'accès à l'éducation et à une formation scolaire et professionnalisante des jeunes. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ambition d'Eurazeo, c'est de contribuer à assurer leur avenir,
leur intégration sociale, leur épanouissement afin de contribuer à l'émergence d'une société plus inclusive. Je vous propose de découvrir plus en détail les axes de notre programme ambitieux RSE au+. As a private equity pioneer that is fully committed to creating a sustainable future, Eurazeo has an ambitious approach to responsibility that is in line with the UN Sustainable Development Goals. Since 2008, we have repeatedly demonstrated our ability to combine corporate responsibility and strong company performance, earning us worldwide recognition. Today, we are the only investment company to be included in the 5 leading families of non-financial benchmark indices. Our CSR program is focused on improving working conditions and social protection for our employees globally. It has also allowed us to prevent the emission of 1 million tons of CO2 and generate savings of over 250 million euros. In light of increasingly urgent climate issues and deepening inequality, we at Eurazeo are expanding our impact. By implementing our new and updated O+ strategy, we can focus on 2 major commitments. We aim to reach net zero emissions by 2040 by using the leading scientific methodology science-based targets. Our course will help us reduce our emissions by 70%. As well, we plan to urge all of our portfolio companies to adopt a decarbonization approach to make them resilient and high-performing in the coming low-carbon economy. We want to continue our efforts on creating a more inclusive society for all. The current high social and health tensions are proof of the urgent need for concretely improving working conditions, however possible. We are eagerly continuing to expand social protection and driving sharing of value creation, equality, and solidarity within our investment companies across the globe. We are facing critical issues, and we are more determined than ever to invest in climate action and inclusion. Power, better, growth. Growth pour investir aujourd'hui avec les yeux tournés résolument vers demain. C'est le Eurazeo 2030. La beauté de notre modèle, garder la maîtrise du temps et pouvoir concrétiser une conviction. Prenons l'exemple de notre expertise tech pour mesurer le chemin parcouru. En 2011, nous créons une stratégie en Growth Equity, Eurazeo Croissance, financée entièrement sur nos fonds propres. En 2013, nous réorientons sa feuille de route vers des actifs plus digitaux. En 2018, nous décuplons nos ressources en fusionnant les équipes d'Idinvest et celles d'Eurazeo Croissance. En 2020, nous sommes reconnus comme le premier investisseur de la French Tech par France Digital, finançant 24 des 40 sociétés du Next 40. En 2021, nous annoncerons le lancement d'un des plus gros fonds de growth en Europe. La clé de cette réussite stratégique, c'est l'agilité. Agilité de lancer une stratégie à laquelle on croit et agilité de réorienter nos choix d'investissement en fonction de notre conviction sur l'évolution du marché. Agilité non seulement pour faire croître nos actifs, mais aussi pour consacrer les fruits de cette croissance aux bons investissements. Nos actifs sous gestion sont aujourd'hui 3 fois plus importants qu'il y a 3 ans. Ils sont investis dans des secteurs plus dynamiques. Mais regardez la vitesse d'adaptation qui a été la nôtre pour anticiper une polarisation économique vers des secteurs, le digital et la santé par exemple, qui se révèlent aujourd'hui les grands vainqueurs de la sortie de crise. 2020 confirme cette stratégie. Les 2/3 des opportunités d'investissement qui ont été regardées par vos équipes concernaient des actifs digitaux et l'ensemble des investissements réalisés le sont dans des secteurs porteurs. Alors quels sont ces secteurs? Des entreprises technologiques, bien sûr. La crise du Covid a mis un nouveau coup d'accélérateur sur l'essor du commerce électronique, l'adoption du numérique par les consommateurs, l'Internet des objets, la robotisation, les softwares, les paiements électroniques. Mais c'est le même constat dans le domaine de la santé, avec une accélération dans les domaines des biotechnologies, du diagnostic, de la relocalisation de la production ainsi que de la numérisation rapide,
des process par la télémédecine ou encore les essais cliniques. D'autres secteurs porteurs sont également suivis de très près par nos équipes. Quelques illustrations, les services financiers, la gestion d'actifs, la consommation premium ou les logiciels. Notre croissance future sera dépendante de notre capacité à investir dans les bons secteurs, à accroître notre attractivité auprès des investisseurs, mais aussi à étendre notre empreinte géographique. Notre objectif est d'étendre notre part de voix pour chacune de nos divisions à l'international. Premier objectif, consolider notre position de leader en Europe. Nous avons considérablement européanisé notre deal flow et nos équipes au cours des dernières années. Il nous faut maintenant accélérer encore avec des efforts spécifiques en Allemagne et en Europe du Sud, où le potentiel est très important. Deuxième objectif, accélérer aux États-Unis. Depuis 2016, nous construisons notre ambition américaine. Aujourd'hui, notre marque est connue et reconnue et nous réaliserons nos premières sessions d'actifs américains cette année, essentielles, vous l'avez compris, à la constitution d'un track record. Notre ambition, elle est de continuer à étendre la plateforme aux États-Unis avec de nouveaux métiers dans les prochaines années, d'accélérer pour attirer plus d'investisseurs américains. Et M. Michel David Veil le rappelait en propos introductifs, profiter du très fort rebond de l'économie américaine post-Covid. Troisième objectif, poursuivre la dynamique asiatique. Le partenariat avec le Fonds souverain chinois en 2019 a été un formidable accélérateur pour Eurazeo dans cette région. Déjà 3 opérations réalisées et surtout un partage de réseau, un bond de notoriété qui rend possible de nouveaux partenariats dans la région dans les prochains mois. Une ambition internationale que va nous décrire Marc Frappier dans cette vidéo. Eurazeo a fait le choix de l'international. Dès 2013, nous avons ouvert un bureau en Chine, en 2015 au Brésil. En 2016, nous avons établi Eurazeo à New York. En 2018, nous nous sommes implantés en Espagne. Et ces 2 dernières années, c'est à Séoul, Singapour et Londres que nous avons installé des équipes. Aujourd'hui, Eurazeo dispose de 11 bureaux sur 4 continents et a su nouer des partenariats stratégiques avec de grands acteurs locaux qui nous font bénéficier de leur savoir-faire et de leur réseau. Le fonds souverain chinois CIC, notre partenaire dans Eurazeo China Acceleration Fund, Rhône aux États-Unis et MCH en Espagne. C'est notre force. Cette présence internationale nous permet d'être plus performants dans nos investissements. Nous accompagnons les sociétés hors de leurs frontières, nous leur ouvrons les portes de nouveaux marchés et facilitons leur croissance à l'international. Nous élargissons nos opportunités d'investissement. Déjà 1 milliard investi aux États-Unis par exemple. Nous pouvons donc sélectionner les meilleures opportunités indépendamment de leur géographie. Notre présence internationale nous permet aussi de diversifier notre exposition économique. Notre chiffre d'affaires 2020 a été réalisé à 76% en Europe, 17% aux États-Unis et 7% en Asie. Et cette expansion va se poursuivre. Demain, les États-Unis pour le gros ou la dette privée, et l'Asie qui bénéficie d'une très forte dynamique de croissance et où la présence et la qualité de notre réseau est un énorme avantage. L'ambition d'Eurazeo est mondiale. Merci Marc. Dans un contexte exceptionnel et difficile, l'année 2020 a donc confirmé que nous avions le bon modèle et la bonne stratégie. 2021 sera doublement importante, avec d'un côté des objectifs ambitieux, un plan de levée de fonds intense, un plan actif de cession pour matérialiser la valeur créée dans notre actif net réévalué. La poursuite du développement stratégique avec le déploiement de nouveaux fonds à fort potentiel en infrastructure et en santé, une européanisation accrue, vous l'avez compris, et la poursuite du développement américain. Ces ambitions pour un seul objectif, la création de valeur pour l'actionnaire d'Eurazeo. Je voudrais vous remercier très chaleureusement pour votre soutien si fidèle et si important pour les équipes d'Eurazeo. C'est votre confiance, votre accompagnement dans la durée qui nous donne cette visibilité, cette stabilité et cette solidité si importante pour atteindre nos objectifs. Nous allions les valeurs de performance, d'exigence, de discipline et celles de l'engagement, de l'inclusion, de la diversité et de l'impact. C'est la force de notre modèle,
l'agilité et la transformation, la capacité à toujours voir plus loin, une croissance soutenue et durable, portée par notre nouvelle signature de marque, Power Better Growth, pour bâtir l'Euraseo 2030. Je vous remercie. Merci Virginie. Je vais vous présenter brièvement les travaux réalisés par le Conseil de surveillance et par ses comités en 2020. Alors un petit rappel tout d'abord, votre Conseil est composé de 15 membres auxquels s'ajoutent 2 censeurs. Cette année, les mandats de Mesdames Palaise et Dias arrivaient à échéance et comme vous l'a indiqué Michel David Veil, seul le renouvellement du mandat de Madame Stéphane Palaise vous est proposé. Elle participe activement aux travaux du Conseil et des comités d'audit et RSE et je vous propose de regarder la vidéo que Stéphane Palaise a enregistrée pour vous. Je suis devenue administratrice d'Euraseo en mai 2013 et depuis cette date, je peux dire qu'Euraseo a été en constante transformation. Cette transformation, elle a porté sur l'actionnariat, sur la gouvernance, sur le modèle d'affaires, bien entendu, sur le développement international et aussi sur cette capacité à développer une vision de long terme d'investissement responsable qui fait partie des forces de l'entreprise Euraseo aujourd'hui. Ma valeur ajoutée d'administratrice, elle vient de mes expériences passées. D'abord mon expérience au ministère des Finances, à la direction du Trésor, où j'ai acquis de fortes compétences financières. Et aujourd'hui, je peux apporter une expérience de chef d'entreprise et aussi d'administratrice de nombreux conseils d'administration d'entreprises cotées. Et c'est l'ensemble de ces compétences que je peux mettre au service du conseil de surveillance d'Euraseo et de ses comités. Être administratrice indépendante d'Euraseo, c'est d'abord une condition juridique. C'est celle qui consiste à n'avoir ni lien, ni conflit d'intérêts avec l'entreprise Euraseo, et c'est une condition que je remplis évidemment. Mais au-delà de cela, c'est aussi un état d'esprit, et c'est celui qui doit conduire à défendre en toutes circonstances l'intérêt social de la société Euraseo et de l'ensemble de ses actionnaires, y compris ceux qui ne sont pas autour de la table du conseil d'administration. Particulier, cher Stéphane, pour souligner la contribution qui est la tienne au conseil de surveillance d'Euraseo, puisque le mandat de Stéphane Palaise est soumis au vote aujourd'hui. Vous dire qu'en tant que grande dirigeante d'une société cotée, Stéphane nous apporte non seulement sa vision stratégique, mais aussi managériale, ses grandes compétences financières. Ça serait un grand plaisir et une forte valeur ajoutée pour le groupe que Stéphane puisse continuer à nous accompagner. Merci. Alors en 2020, les travaux du Conseil ont encore été intensifiés avec la crise liée au Covid-19. La proximité avec le directoire a été renforcée à cette occasion et le Conseil de surveillance s'est ainsi réuni 10 fois, contre 7 fois en 2019. Les membres du Conseil ont à cette occasion démontré une assiduité remarquable avec quasiment 98% de taux de présence. Les 5 comités spécialisés permanents ont connu aussi une intense mobilisation en 2020 avec un total de 18 réunions et des taux de présence records que vous pouvez lire à l'écran. Rappel des missions générales du Conseil de surveillance, détermination des orientations stratégiques de la société, revue des comptes et autres éléments financiers, gouvernance, revue des principaux investissements et désinvestissements. Plus précisément, en 2020, les travaux du Conseil ont bien avant tout porté sur l'analyse des impacts de la crise sur le portefeuille d'Euraseo, sur l'adaptation de notre stratégie à ce nouvel environnement. Et en dehors de cette actualité, les membres du Conseil ont pu traiter d'autres sujets majeurs, tels que la validation de la politique RSE ambitieuse dénommée O+, que vous a présenté Virginie, le rachat du solde du capital d'Idinvest Partners, ou encore la poursuite de l'amélioration de notre gouvernance, en repensant notamment le rôle du comité financier et en revoyant nos ambitions en matière de féminisation et de diversité. Voilà pour les travaux de votre conseil de surveillance et de ses comités en 2020. Je vous remercie de votre attention et je vous propose maintenant de suivre l'allocution de M. Georges Pauget, président du comité des rémunérations, de sélection et de gouvernance.
Mesdames, Messieurs les actionnaires, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de regretter de ne pouvoir être présent physiquement parmi vous et d'engager, comme chaque année, un dialogue. Il me revient de vous présenter une synthèse des travaux du Comité des rémunérations et de la gouvernance. Je rappellerai tout d'abord que, comme vous le voyez à l'écran, ce comité est composé de 6 membres, dont 3 indépendants, incluant le président. Nos travaux au titre de l'exercice 2020 ont tout d'abord concerné la gouvernance de la société. Nous avons poursuivi les travaux d'amélioration du fonctionnement du Conseil et des comités, et en particulier, nous avons redéfini les missions du comité financier qui occupe une place centrale dans la sélection et le suivi des investissements. Nous avons également défini le profil et engagé la recherche des futurs membres du conseil de surveillance de façon à préparer les renouvellements liés à l'arrivée à échéance de mandat dans l'année à venir. Enfin, la composition du directoire a évolué. Pour tenir compte de la nouvelle dimension de l'entreprise, 2 nouveaux membres sont venus rejoindre le directoire. S'agissant maintenant des rémunérations du directoire, vous noterez que les critères applicables aux rémunérations variables, ainsi que les objectifs qui leur sont associés, n'ont pas été modifiés, et ceci malgré l'impact de la crise du Covid. Enfin, a été mise en œuvre pour la première fois en 2020 la nouvelle grille de performance applicable aux stock options et actions de performance, nouvelle grille définie à la fin de l'année 2019. Pour ce qui concerne les rémunérations fixes des membres du directoire, vous noterez qu'elles sont restées inchangées, et cela depuis 3 ans. J'ajoute que les nouveaux membres ont été intégrés sans modification de leur rémunération fixe antérieure. Concernant maintenant les rémunérations variables des membres du directoire au titre de l'exercice 2020. Vous noterez la quasi-stabilité des rémunérations variables au titre de cet exercice. Celle-ci s'explique par la progression de l'ANR de 6,3%, progression réalisée pour l'essentiel au second semestre. C'est en effet un critère majeur de la rémunération variable. J'ajoute qu'une évolution du cours de bourse plus favorable que les index, une politique reconnue en matière de responsabilité sociale et environnementale explique ce résultat. Bien évidemment, les résultats des sociétés dans lesquelles l'Eurasio a investi et qui sont pris en compte également dans l'appréciation de cette rémunération variable ont impacté négativement les différents critères. Au total, dans un contexte difficile, il est manifeste que le directoire a su créer de la valeur pour les actionnaires, et ceci malgré l'impact de la dépression économique consécutive à la crise sanitaire et qui a touché notamment 2 investissements importants d'Eurasio. Concernant les stock options et actions de performance, comme indiqué précédemment, les conditions d'attribution des stock options et actions de performance sont désormais plus strictes que par le passé. Depuis 2020, ces conditions de performance sont liées à l'évolution comparée du cours de bourse de l'action Eurasio avec celle des indices SBF 120 et LPXDR, et bien évidemment aussi ainsi qu'à l'évolution de l'ANR. Tels étaient les principaux éléments que je souhaitais porter à votre connaissance et mettre en évidence au cours de cette intervention. Permettez-moi, pour conclure, de remercier les membres du comité pour leur disponibilité et leur implication
ainsi que l'ensemble des membres du conseil de surveillance. Je vous remercie pour votre attention. Merci, cher Georges. Vous allez maintenant, chers actionnaires, entendre Isabelle Massa, associée du cabinet Mazars, pour nous rendre compte, pour le compte des commissaires aux comptes, de leurs travaux sur nos comptes 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Collège des commissaires aux comptes a émis 6 rapports qui figurent intégralement dans le document d'enregistrement universel qui a été déposé auprès de l'autorité des marchés financiers par votre groupe. 3 rapports sont relatifs à l'Assemblée générale ordinaire et 3 rapports sont relatifs à l'Assemblée générale extraordinaire. Nos 2 premiers rapports concernent les comptes annuels et consolidés et figurent respectivement en pages 338 et 374 du document d'enregistrement universel. Votre directoire a arrêté les comptes annuels et consolidés de votre groupe établis conformément aux principes comptables français et aux normes IFRS. Nous certifions que ces comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l'exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre société et de votre groupe. En application des dispositions du Code de commerce, nos rapports présentent les points d'audit clés qui sont, selon nous, les plus importants pour l'audit des comptes annuels et consolidés de l'exercice, ainsi que les réponses d'audit que nous avons apportées. Ces points clés de l'audit sont présentés en détail dans nos rapports. Comme vous le voyez sur la vue projetée, ils sont au nombre de 2 pour les comptes annuels et au nombre de 4 pour les comptes consolidés. Ces points clés de l'audit ont été discutés en détail avec la direction de votre groupe et avec son comité d'audit. Notre 3e rapport concerne les conventions et les engagements réglementés et est présenté en page 422 du document d'enregistrement universel. Dans ce rapport, nous vous présentons pour chaque convention ou engagement la nature de la convention, l'intérêt de la convention pour votre société, pour les conventions soumises à votre approbation, les conditions financières attachées à ces conventions et les personnes morales et ou physiques concernées. Dans la première partie de ce rapport, nous indiquons les conventions qui ont été autorisées préalablement par votre conseil de surveillance et qui sont soumises à votre approbation. Cette année, 4 nouvelles conventions sont soumises à votre approbation. En synthèse, elles portent sur la mise en place du programme de co-investissement du fonds secondaire Eurazeo Croissance, la modification du programme de co-investissement Carico Croissance 3, la rémunération variable des membres du directoire au titre de l'exercice 2020 bénéficiant d'un contrat de travail et l'autorisation pour la mise en place d'un programme de co-investissement Carico Patrimoine 3. Dans la seconde partie de notre rapport, nous vous rappelons, dans un premier temps, les conventions que vous avez déjà approuvées lors des assemblées générales antérieures sans exécution au cours de l'exercice écoulé. Et dans un deuxième temps, les conventions déjà approuvées lors de l'Assemblée générale du 30 avril 2020. En ce qui concerne nos rapports au titre de l'Assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du directoire sur les autorisations et opérations envisagées. Les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celle-ci, ni sur la proposition éventuelle de suppression du droit préférentiel de souscription. Nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de ces autorisations par votre directoire. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.
Merci à Isabelle Massa, donc du cabinet Mazars. J'ai maintenant le plaisir d'ouvrir la séance des questions-réponses. Nous avons reçu des questions de certaines associations représentant les actionnaires et aussi des questions en direct. C'est Nicolas Huet qui va nous faire part de ces questions et animer la séance. Nicolas. Merci Virginie. En effet, alors nous avons reçu quelques questions écrites en amont de l'Assemblée. Certaines d'ailleurs ont fait l'objet de réponses en direct sur le site Internet de la société à l'ouverture de la présente Assemblée. Et pour d'autres, on va les reprendre maintenant. Et également, nous avions ouvert une plateforme avec la capacité de poser des questions en direct pendant l'Assemblée. Et nous avons aussi reçu quelques questions. J'essaierai de les reprendre ici, sans ordre particulier. Première question posée par l'association d'actionnaires individuels F2IC. L'association félicite Eurazeo tout d'abord pour les moyens qu'elle a déployés afin que les actionnaires puissent poser des questions et voter lors de l'AG dans les meilleures conditions. Cependant, elle regrette vivement que les assemblées générales ne se déroulent cette année peu ou prou dans les mêmes conditions qu'en 2020, alors que la place n'a plus d'excuse de l'urgence. Pour 2022, alors qu'Euroclear a développé un outil plus performant d'identification des actionnaires, Eurazeo est-elle prête à s'engager activement pour la mise en place d'une vraie démocratie numérique, incluant le vote en direct? Alors, si vous me permettez, je répondrai à cette question. Eurazeo a été un des pionniers pour adopter le système Vote Access, comme vous le savez, qui permet de voter électroniquement en amont de l'Assemblée. Pour l'instant, on estime que la sécurité du vote en direct pendant l'Assemblée n'est pas suffisante. En tout cas, on n'a pas identifié le système pertinent, mais on suit ça avec attention et dès qu'on pourra, on mettra cela en place, car c'est effectivement un outil utile de dialogue actionnarial, en tout cas de participation actionnariale accrue, et on espère tous pouvoir reprendre nos assemblées en direct et physiquement dès l'année prochaine pour pouvoir vous rencontrer ou rencontrer la plupart d'entre vous. Deuxième question de la même association, F2IC, et peut-être Philippe, je t'inviterai Philippe Audouin à répondre. Vous avez une politique très active envers les actionnaires individuels, dividendes majorés, webconférences, rencontres en région, plus récemment une application numérique dédiée. Pourquoi un tel intérêt pour les actionnaires individuels? Alors merci pour la question. Eurazeo est une grande société cotée, mais 40% de son capital est détenu par 3 grandes familles qui investissent sur le long terme. Et puis nous avons plus de 16 000 actionnaires particuliers, dont le poids d'ailleurs dans notre capital est passé au cours des dernières années de 10% à 15%. Et tout ceci, bien sûr, crée pour nous des responsabilités vis-à-vis de ces actionnaires et nous y attachons un grand intérêt. Je dirais que c'est d'autant plus important pour nous aussi que les actionnaires individuels ont souvent une vision et un engagement de long terme. Et cet engagement de long terme est évidemment en parfaite cohérence avec ceux d'Eurazeo elle-même, puisque nous sommes capables, comme vous le savez, d'accompagner nos entreprises dans la durée. Donc tout ceci fait que nous attachons une grande importance à nos actionnaires individuels et nous souhaitons continuer à l'avenir non seulement d'assurer cette relation de qualité, mais également de continuer de l'améliorer. Merci Philippe. Alors une question en matière de RSE maintenant, et peut-être si Olivier Millet peut se préparer à y répondre. Vous êtes régulièrement distingué en matière d'ISR ou d'ESG. Cette thématique suscite un grand intérêt des actionnaires, mais aussi un scepticisme de plus en plus marqué face à l'hétérogénéité des critères et des évaluations. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Et seriez-vous prêt à participer à une réflexion sur une harmonisation qui nous semble nécessaire ? Merci pour cette question sur laquelle nous travaillons depuis longtemps, sur laquelle on est très impliqué, et notamment Sophie Flack, qui est Managing Director chez nous et membre du Partners Committee, et qui a fait partie en 2020 des travaux de l'EFRAG au niveau européen pour travailler sur cette problématique des référentiels.
C'est pas nouveau. On travaille sur le sujet avec France Invest depuis la création de la commission ESG en 2009. On a participé également au niveau du MEDEF à toutes les réflexions de place et la position particulière d'Eurazeo, qui est à la fois un grand émetteur coté, donc avec tous les sujets de reporting, mais aussi un investisseur lui-même dans des entreprises non cotées, nous met au cœur de cette réflexion qui rendra année après année tout le crédit des stratégies ESG qui ont été déployées par la maison Eurazeo depuis près de 15 ans maintenant. Merci Olivier. Alors, une question toujours un peu dans le thème de l'ESG ou RSE. Là, on change parfois l'acronyme, mais ça couvre les mêmes matières. Et Virginie, peut-être, que faites-vous de réel et quels sont vos engagements? Il y a beaucoup de greenwashing dans l'ESG, dit cet actionnaire. Merci Nicolas. C'est vrai que le sujet est de plus en plus présent dans nos engagements stratégiques et dans la communication de nombreux opérateurs, plus généralement d'ailleurs, et aussi dans notre secteur. Alors qu'est-ce que nous faisons concrètement ? Vous qui nous suivez depuis très longtemps, vous savez notre engagement depuis plus de 15 ans. Je l'évoquais dans mes propos tout à l'heure, mais quelques exemples. D'abord, première illustration au niveau de la société de gestion. Nous avons pris l'engagement, et selon cette méthodologie reconnue, scientifique, exigeante, qui est celle de Science Based Target Initiative, de réduire nos émissions carbone pour la société de gestion de plus de 80% à l'échéance 2040 par employé du groupe, et ce, en comparaison de ce que sont nos émissions aujourd'hui. Donc un très gros effort, puisque indépendamment de la croissance qui serait la nôtre dans les années à venir, on veut réduire nos émissions par rapport à celles qui sont les nôtres aujourd'hui de plus de 80%. Par ailleurs, quelques résultats concrets pour la société de gestion. L'année dernière, réduction des émissions de CO2 de près de 30%, ou mix énergétique, qui est le nôtre, près de 60% de notre mix énergétique provient d'énergies renouvelables. Des engagements aussi très concrets et très ambitieux, les plus difficiles à tenir, bien sûr, pour les sociétés du groupe Eurazeo, du portefeuille, qui, elles aussi, vont être non seulement incitées, mais accompagnées pour suivre cette trajectoire de décarbonation selon la même méthodologie, celle de Science Based Target, à échéance 2040 aussi, avec toujours de la mesure, je l'évoquais aussi tout à l'heure, fondamentale de mesurer notre empreinte, de se fixer des objectifs tangibles et de mettre en œuvre les mesures et les investissements, bien sûr, toujours des investissements, notamment en CAPEX, mais pas uniquement, requis pour atteindre ces objectifs de décarbonation au niveau du portefeuille Eurazeo. Donc vous le voyez, j'ai répondu spécifiquement par la décarbonation avec des exemples décarbonation et climat. De très nombreuses initiatives, vous le savez, sont prises aussi pour être plus inclusif et accélérer notre diversité. Eurazeo est déjà très diverse, très mixte, bien au-delà des références de notre secteur, de notre industrie. 47% de femmes dans nos équipes, 25% dans les équipes d'investissement, 30% dans les top 100 talents, mais pas encore suffisant. Nous avons fixé des objectifs là aussi à 2040 que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Merci Nicolas. Alors, question suivante pour laquelle j'inviterai Christophe Bavière à nous rejoindre pour y répondre. Vous avez de fortes ambitions de levée de fonds. Cette stratégie s'est beaucoup développée au cours des dernières années. Où en êtes-vous de votre trajectoire de croissance vers la gestion pour compte de tiers? Et quels sont vos objectifs en termes de typologie et d'origine géographique des investisseurs et quels moyens y consacrez-vous? Nous l'avons vu, Nicolas, nous avons la chance d'avoir une base d'investisseurs fidèles. Ce sont des investisseurs prestigieux, ce sont des investisseurs exigeants, mais ils sont fidèles. Certains d'entre eux nous accompagnent depuis plus de 20 ans. Ils sont venus dans plusieurs générations de fonds. De plus en plus, ils viennent dans plusieurs stratégies différentes du groupe. À 90%, ce sont des investisseurs institutionnels. À 10%, ce sont des investisseurs individuels, des particuliers. Investisseurs institutionnels, on entend compagnie d'assurance, caisse de retraite, fonds de pension, fonds souverains, family office. Alors le poids
des investisseurs internationaux, c'est déjà près du tiers de nos encours sous gestion. Évidemment, dans le stock, le poids historique de la France reste fort, mais dans les flux, en 2020, et ça s'accélère encore en 2021, nous avons déjà des fonds sur lesquels le poids des investisseurs internationaux est plus fort que le poids des investisseurs français. Notre stratégie, nous l'avons vu, elle est bien entendu de garder des relations très fortes avec des investisseurs français, de garder cette position de leader en France, de devenir un leader sur l'ensemble du marché européen, en Allemagne, en Italie, de nous appuyer sur nos succès au Moyen-Orient, sur nos succès en Asie, où nous pouvons nous appuyer sur des partenariats très prestigieux. Maintenant que nous avons regroupé l'ensemble des équipes sous une seule et même bannière, c'est maintenant plus d'une quarantaine de professionnels qui sont dédiés à être à l'écoute des investisseurs dans nos fonds, à leur service. Nous venons de recruter à Londres, nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes en train d'accélérer nos recrutements et clairement, nous accélérons les ressources pour mieux servir le marché nord-américain. Merci Christophe. Alors, je vais regrouper peut-être les deux prochaines questions et qui s'adresseront plus précisément à Philippe Audouin. Première question, M. Pasquet qui nous dit quand reprendrez-vous la tradition de la distribution d'actions gratuites chez Eurazeo? Et que je joins à une autre question qui était quelle est votre future politique de dividendes? Merci Nicolas. Alors vous le savez, Eurazeo a un historique de distribution de dividendes en croissance très régulière. De 2003 à 2019, sur plus de 15 ans, notre dividende a en effet progressé en moyenne de 6,7% par an. Pour cette année, après une interruption l'an dernier du fait des recommandations gouvernementales, comme vous le savez, nous proposons un dividende en forte augmentation de 20% par rapport au dernier dividende versé. Pour l'avenir, évidemment, il est difficile de préjuger de l'avenir et des décisions qui seront prises par cette même Assemblée générale. Mais enfin, compte tenu des performances que nous espérons, compte tenu également du développement des revenus récurrents qui nous sont apportés par la gestion pour compte de tiers, il n'est pas impossible de penser que le dividende va continuer de progresser de façon significative au cours des années à venir. S'agissant de l'action gratuite, effectivement, nous avons arrêté cette vieille coutume d'Eurazeo l'an dernier. Mais nous ne l'avons pas juste arrêtée, nous l'avons remplacée par une disposition qui nous paraît plus favorable. L'action gratuite, vous vous souvenez, c'était une action gratuite pour 20 anciennes, donc une augmentation de 5%. Et nous avons remplacé cette disposition par un dividende majoré, non pas de 5%, mais de 10% dans les dispositions légales, bien sûr, c'est-à-dire pour les actionnaires inscrits au nominatif depuis plus de 2 ans. Donc nous n'avons pas de projet de reprendre cette action gratuite puisqu'elle a été remplacée par ce mécanisme de dividende majoré qui a été mis en place. Merci Philippe. Alors, peut-être dernière question qui a trait à l'ordre du jour, parce que je vois qu'on s'approche de 11h30. Virginie, peut-être, vous insistez beaucoup sur votre volonté de permettre aux épargnants particuliers d'investir dans des produits de private equity, d'immobilier et de dette privée. La presse s'est d'ailleurs fait l'écho de votre intérêt pour le rachat d'une grande entreprise, grande compagnie d'assurance vie française. Pouvez-vous nous indiquer si dans le cadre de cette stratégie, les particuliers peuvent investir dans l'un de vos fonds et comment? Merci beaucoup, merci pour cette question. Effectivement, vous l'avez compris, Eurazeo fait partie des acteurs français du private equity les plus engagés et les plus convaincus que l'épargne française est fondamentale pour accélérer non seulement les développements de nos métiers, mais surtout investir en direct dans l'économie réelle en France. Et nous avons commencé il y a très longtemps, puisque nos premiers FCPI sont lancés en 1999, nos premiers FCPR en 2012 et les premières unités de compte en 2016. D'ailleurs, sur les 22 milliards d'actifs sous gestion qui sont les actifs d'Eurazeo à la fin de l'année 2020,
10% de ces actifs, 2 milliards d'euros, sont investis par les équipes d'Eurazeo pour le compte d'épargnants français, donc dans l'économie réelle. C'est vrai que les produits qui semblent le plus attractifs aujourd'hui pour des investisseurs, des épargnants, paraissent être la dette privée, ce qui a une certaine logique puisque la dette privée peut servir à un rendement annuel qui se rapproche du yield et d'un rendement d'une société cotée, et avec des profils de risque très, très encadrés. L'immobilier, bien sûr, pour des raisons assez similaires, l'infrastructure, et puis des produits d'investissement dans la tech française, dont vous êtes, comme nous, particulièrement fiers, et donc des produits qui vous donneraient accès, qui vous donnent accès à Eurazeo Growth, et donc des produits de croissance. Donc bien sûr, nous avons, et nous travaillons en partenariat avec des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance. Donc vous avez parfaitement, en tant qu'actionnaire d'Eurazeo, épargnant aussi français, la capacité de nous rejoindre dans nos fonds privés pour investir à nos côtés et directement soutenir l'économie française par ces investissements. C'est absolument le cas. Il y a plusieurs produits aujourd'hui qui sont proposés par vos intermédiaires financiers. N'hésitez pas soit à nous contacter, soit passer par leur intermédiaire. Et alors, une dernière question, Virginie, sur l'actualité également. Donc de M. Debiève, envisagez-vous d'autres acquisitions de sociétés cotées? De sociétés cotées, alors j'imagine que vous faites référence, si vous parlez d'acquisition, moi ça me fait plutôt penser à des opérations plus stratégiques. On a essentiellement procédé à l'acquisition d'Idinvest et à des prises de participation minoritaires récemment stratégiques dans MCH et bien sûr dans Rhône, notre partenaire aux États-Unis depuis plusieurs années. Si par cette question, au contraire, vous évoquez une question sur est-ce que un Eurazeo Capital ou un Eurazeo PME, qu'il a d'ailleurs fait récemment, pourrait continuer et s'intéresser à des sociétés cotées, peut-être dans le cadre d'une privatisation, un public to private, ça peut tout à fait être le cas. Une des dernières opérations d'Eurazeo PME dans l'année 2020 était d'ailleurs sur le capital d'une société qui était cotée sur les marchés français. Voilà la réponse que je peux faire à cette question. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, certaines questions ont fait l'objet de réponses sur le site internet. Nous avons reçu aussi une question, mais qui n'est pas en lien de Madame Abélard, qui n'est pas en lien avec l'ordre du jour de cette Assemblée ou avec le contenu de nos discours, qui a trait aux conditions de départ de Patrick Sayer en 2019. Donc, on y avait répondu lors de l'Assemblée générale 2019 et ça fera également l'objet d'une réponse écrite. Voilà, je crois qu'on en a terminé avec la session des questions-réponses. Merci infiniment, Nicolas. Donc, nous pouvons passer au vote des résolutions, présentation et vote des résolutions. Bien, mesdames, messieurs, nous avons un programme relativement léger de résolutions cette année. Le texte intégral de ces résolutions figure dans l'avis de convocation et dans le document d'enregistrement universel. Dans la mesure où tous les votes ont été exprimés en amont de cette Assemblée, je vous donnerai au fur et à mesure le résultat pour chaque résolution. Commençons par les résolutions à titre ordinaire. La première résolution porte sur l'approbation des comptes individuels au 31 décembre 2020. Cette résolution a été approuvée à 99,68%. La deuxième résolution concerne l'affectation du résultat qui vous est présenté à l'écran, ainsi que la distribution d'un dividende ordinaire. Comme cela vous a été indiqué, ce dividende s'élève cette année à 1,50 € par action et il sera mis en paiement en numéraire le 4 mai. Cette résolution a été approuvée à 99,01%. Troisième résolution, elle porte sur l'approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2020. Cette résolution a été approuvée à 99,68%. La quatrième résolution qui porte sur l'approbation des conventions réglementées, qui sont décrites dans le rapport spécial des commissaires aux comptes évoqué par Isabelle Massa. Cette résolution a, elle, été approuvée à 84,88%. Au titre de la cinquième résolution, nous vous proposons donc de renouveler pour une durée de 4 ans le mandat de Mme Stéphane Palaise, dont le profil vous est présenté à l'écran. Et cette nomination est approuvée à 87,36%.
Par les 6e et 7e résolutions, le Conseil de surveillance soumet à votre approbation la politique de rémunération 2021 des membres du Conseil de surveillance et du Directoire. Cette politique est présentée en détail dans notre document d'enregistrement universel. 6e résolution, tout d'abord, concerne la politique de rémunération 2021 des membres du Conseil de surveillance et elle a été approuvée à 99,93%. La 7e résolution, relative à la politique de rémunération des membres du Directoire, a été approuvée à 80,21%. Au titre des résolutions 8 à 13, nous vous proposons d'approuver les éléments de rémunération versés ou attribués à chaque dirigeant mandataire social au titre de l'exercice 2020, ainsi que le rapport sur les rémunérations de l'ensemble de ceux-ci. Comme chaque année, vous en trouverez le détail dans les tableaux de synthèse qui figurent dans l'avis de convocation et dans le document d'enregistrement universel. Alors, 8e résolution, tout d'abord, sur le rapport sur les rémunérations. Cette résolution est approuvée à 99,01%. La 9e résolution relative à la rémunération du président David Veil a été approuvée, quant à elle, à 99,91%. 10e résolution relative à la rémunération 2020 de Mme Virginie Morgon, approuvée à 84,48%. 11e résolution, qui concerne Philippe Audouin, a quant à elle été approuvée à 84,42%. La 12e résolution maintenant concerne la rémunération 2020 de votre serviteur, et cette résolution est approuvée à 84,61%. Enfin, la 13e résolution est relative à la rémunération 2020 de M. Olivier Millet. Cette résolution est approuvée à 84,42%. La 14e résolution a pour objet de renouveler l'autorisation d'un programme de rachat d'actions dans le cadre des limites légales en vigueur, soit jusqu'à 10% du capital. Les caractéristiques de ce programme sont présentées à l'écran et cette résolution a été approuvée à 84,91%. Alors passons maintenant aux résolutions extraordinaires. La 15e résolution vise à renouveler l'autorisation d'annulation des actions achetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions, et ce, toujours dans les limites légales en vigueur et selon les modalités qui figurent à l'écran. Cette résolution est approuvée à 99,71%. La 16e résolution vise quant à elle à autoriser la réalisation d'augmentations de capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservé aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise, salariés d'Euraseo ou des sociétés qui lui sont liées, et ce, pour un montant maximum nominal de 2 millions d'euros. Cette résolution a été approuvée à 99,48%. 17e résolution maintenant qui porte sur le renouvellement par anticipation de l'autorisation consentie en 2019 qui permet au directoire de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit de salariés et mandataires sociaux d'Euraseo et des sociétés qui lui sont liées. Il est proposé de fixer le plafond des actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation à 1% du capital social, et ce pour une durée de 12 mois. Cette résolution a été approuvée à 96,63%. Enfin, 18e résolution et dernière qui donne pouvoir pour accomplir les formalités d'usage. Cette résolution approuvée à 99,99%. Voilà, je vous remercie de votre attention. Messieurs, chers actionnaires, cette Assemblée générale est maintenant terminée. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre présence, votre fidélité à la maison Euraseo. Je vous donne rendez-vous en avril 2022 pour notre prochaine Assemblée générale, avec l'espoir que nous vous y retrouverons physiquement. Merci.